Khadija Medji, je me présente rapidement. Donc, conseillère en création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Et donc, j'ai le plaisir de partager ce temps avec Frédéric Gontard. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, Frédéric Gontard, donc de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis responsable artisanat et commerce à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc ce qui m'amène à être en proximité effectivement des chambres de commerce, notamment de Grenoble, mais aussi en proximité des commerçants et des artisans de notre belle région. Voilà. Ce dont on va parler cet après-midi, donc c'est le financement du commerce de proximité. On va parler d'un certain nombre d'outils, en tout cas, je vais parler d'un certain nombre d'outils. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer les critères d'éligibilité. Pour ma part, j'ai envie d'appuyer sur l'importance de savoir s'entourer pour préparer son projet. Je vais faire un tour de savoir présenter pour convaincre, c'est le fameux dossier économique ou business plan quand on utilise l'anglicisme, pour savoir se présenter, pour convaincre. Là, en l'occurrence, on va parler d'un financeur. On s'arrêtera également, et là, donc c'est pas moi qui m'arrêterai le plus là-dessus, sur l'importance du plan de financement. Et puis, donc je laisserai à Monsieur Gontard le soin de présenter le fameux prêt, donc commerçant Auvergne-Rhône-Alpes, que l'on partage. Tout à fait. C'est un dispositif particulier et exclusif des chambres de commerce que vous pouvez retrouver au sein de votre chambre de commerce et je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cette présentation. Alors, effectivement, de quoi on parlait, de quoi on va parler? Effectivement, vous êtes un porteur de projet, vous souhaitez créer un commerce, vous souhaitez reprendre un commerce ou alors vous êtes déjà commerçant et vous souhaitez développer votre commerce, peut-être acheter un deuxième fonds de commerce ou autre, ou tout simplement faire des investissements dans votre commerce. Et donc, du coup, vous avez certainement un besoin de financement. Et effectivement, vous êtes dans le bon webinaire. Ce webinaire va répondre certainement à certaines de vos questions et de vos attentes. Effectivement, il y a un sujet qu'on n'abordera pas dans ce webinaire, qui sera peut-être d'ailleurs abordé dans un autre webinaire sur la semaine, peut-être éventuellement. Non, me dit déjà. Donc, si effectivement votre besoin, c'est un besoin de trésorerie spécifiquement lié à la crise malheureusement qu'on vit actuellement, effectivement, ce webinaire ne répondra pas à cette question. On est dans la création, la reprise et le développement. Alors, un des premiers points, réussir le financement de son projet, dans un premier temps, j'ai envie de dire, c'est de préparer son projet avec des gens dont c'est le métier, avec des professionnels. Donc, on vous encourage à aller chercher effectivement du conseil. Les chiffres parlent, j'ai envie de dire, le taux de pérennité, en fait, il est à près de 75% à 5 ans, contre 50% pour une entreprise qui n'a pas été accompagnée. Il y a quand même une réalité. Et puis on est surpris quand même, on se rend compte que 40% seulement des entrepreneurs sont accompagnés pour la création de leur entreprise ou pour la reprise de leur entreprise. Alors ce sont des chiffres très récents, c'est 2019. Effectivement, j'apporte un petit complément, moi en tant que financeur. Effectivement, les personnes accompagnées qui vont voir leur financeur, leur établissement de leur banque, effectivement, déjà, lorsqu'ils viennent nous voir, le dossier est déjà bien ficelé lorsqu'ils sont accompagnés. Et effectivement, en termes de pérennité, on est sur un taux de 75%, peut-être pas loin de 80%. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de ne pas construire son projet tout seul, mais effectivement de faire appel à toutes ces structures d'accompagnement, comme la Chambre de commerce, par exemple. Par exemple. Par exemple. Voilà, donc vous avez effectivement les réseaux d'accompagnement de proximité, d'accord, aller chercher les chambres consulaires, donc chambres de commerce ou chambres de métier, quand votre activité en dépend. Je pense à Madame Boba qui était là ce matin, j'ai vu que vous êtes là cet après-midi, qui a un projet de couture. L'interlocuteur pour vous, ce sera plutôt la chambre de métier. Pour des personnes qui sont en insertion professionnelle, qui ont un accompagnement, il existe également des structures spécifiques pour travailler déjà en amont sur le projet. On est vraiment sur la construction de l'idée. Donc, ne pas hésiter à aller chercher ces acteurs. Alors, nous, notre métier, ça va être d'accompagner la structuration. Donc, on va voir tout à l'heure ce qu'on attend d'un dossier économique. Mais on fait le relais, on travaille également en collaboration avec les experts comptables. L'expert comptable, il a un rôle de conseil avec vous aussi sur le volet financier. On sort du cadre commercial, c'est vraiment sur la gestion, sur le fiscal, où on ira chercher son aide. Et puis, selon
les métiers, selon les situations, les cas particuliers. Il existe un certain nombre de structures comme le réseau Entreprendre, le réseau Initiative. Tu vas peut-être en toucher deux mots tout à l'heure au plan de financement. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis tout ce qui touche aux métiers en particulier, métier de la restauration. Par exemple, vous avez l'UMIH, le syndicat des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, d'accord, qui pourrait être un bon interlocuteur en termes d'information. Donc, regardez autour de vos métiers, est-ce qu'il y a une corporation qui peut vous accompagner, d'accord? Donc voilà, où est-ce qu'on trouve le conseil? Une structure conseil, le financier et le spécifique métier. Savoir s'entourer, ça sera essentiel. Votre projet, alors quand on dit faire le 360 du projet, on a commencé à en parler ensemble, on a parlé d'une partie ce matin. Le 360, hop, hein, je déroule ma petite roue. La porte d'entrée, c'est vous. En tant que porteur de projet, c'est vous qui allez faire l'essentiel. Donc là encore, on va dérouler tout ça. On va travailler sur l'approche économique, l'approche financière, donc l'étude de marché, le dossier financier. Donc ça va être des éléments importants. Par contre, ce qui ne sera pas à négliger, c'est tout ce qui est données de risque autour du projet et tout le volet réglementaire. Donc, qu'est-ce que c'est que ces données de risque? Ouais, des données de risque, c'est des choses auxquelles, effectivement, on ne pense pas forcément au début comme ça. Alors, quelques exemples. Par exemple, on peut avoir un métier, choisir une activité, pardon, où, on va dire, la compétence est principalement détenue, peut-être pas par vous, mais par un salarié que vous aurez. Donc, il faudra se poser la question, effectivement, ce salarié qui détient la compétence, sans lui, demain, s'il n'est pas là parce qu'il est malade, parce qu'il me quitte, parce qu'il va à la concurrence, qu'est-ce que je deviens? Comment ça se passe? On pourrait prendre l'exemple du restaurateur, par exemple, qui n'a pas une expérience grandissante dans ce métier, qui choisit d'embaucher ou de salarier, on va dire plutôt un chef cuisinier. Bon, on sait l'importance du chef cuisinier dans un restaurant. Si le chef cuisinier demain est malade ou n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est une donnée risque à prendre en compte, mais il y en a plusieurs autres. La donnée de risque peut-être technologique aussi, dont on pourrait dire trois mots. Déjà, je ne sais pas si tu as un exemple concernant la donnée de risque technologique. C'est par exemple un produit que vous vendez, qui puis très rapidement devient obsolète. On le voit, ça va tellement vite de nos jours. Alors, de quoi on pourrait parler? Ah ben, je me souviens effectivement, j'ai eu Voilà. un porteur de projet qui souhaitait reprendre un vidéoclub. Alors, c'était il y a quelques années en arrière. Si je vous parle de DVD ou de cassette vidéo aujourd'hui, hein, voilà, c'est terminé. Mais il y a quelques années en arrière, effectivement, le petit vidéoclub de sa commune qui était à la vente. Et effectivement, le financeur n'a pas suivi parce que, en termes de visibilité, on n'était pas bon. C'était en plein dans la période où le fameux VOD, la vidéo à la demande, commençait à rentrer dans les foyers. Et aujourd'hui, je pense que personne ne pense à dire je vais descendre à la borne louer un film avec un support physique. Un dernier exemple, parce qu'on ne va pas vous prendre trop de temps avec ça, mais c'est quelque chose qu'il faut bien penser, parce qu'il y a quelques années, rappelez-vous, en arrière, il y a une petite dizaine d'années, beaucoup de gens montaient des commerces ou des blanchiments de dents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque coin de rue, on avait ça. Ça foisonnait, et puis effectivement, les gens s'installaient, et puis très rapidement, ça s'est terminé. Je crois que il a fallu quelques années, mais vraiment très très peu pour que ça disparaisse. Voilà, c'est un type d'activité. Lorsqu'on part sur une activité spécifique, il faut se questionner. Alors, il y a bien d'autres données de risque, mais voilà, c'est simplement pour vous sensibiliser sur ce sujet en disant mon produit, entre guillemets, que je vends, mes produits que je vends, la façon dont je les vends, comment je vois évoluer le marché. Voilà, c'est pas simple comme question, mais en tout cas, il faut se poser sur cette question-là. Et oui, le blanchiment dentaire, il me semble que c'est c'est le métier de dentiste. C'est réglementé, ça relève de la médecine. Voilà. Il y a eu un passage où c'était un petit peu Il y libre. avait un Voilà. flou, effectivement, il y a eu une tentative sur l'activité. Donc d'être vigilant, effectivement, sur cette notion de risque, sur cette notion réglementaire autour du métier, de bien se documenter et d'arriver armé, du coup, devant le financeur pour pouvoir en parler, pouvoir l'expliquer, dire il y a un risque, mais c'est mesuré. Je pense qu'il faut y avoir songé, puisque le financeur, s'il sent qu'effectivement il y a une petite question sur le sujet, n'hésitera pas à vous la poser. Donc voilà, aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui se posent, hein, comme la protection de la planète, comme le plastique. Hein, le plastique disparaît, ben voilà, hein, si on est dans un sujet de vente avec beaucoup de plastique, il faut peut-être poser la question, est-ce que dans 10 ans, le plastique se vendra comme aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'on ne sera pas sur d'autres sujets que ça? Donc voilà, préparez ce sujet-là en tout cas. Alors quand
On vous disait savoir présenter pour convaincre. Dans un premier temps, il faut savoir se présenter pour convaincre en tant que porteur de projet. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, on l'avait déjà abordé. Toute votre compétence, votre savoir-faire, il faut quand même avoir connaissance du métier, le professionnalisme, la capacité effectivement à faire fonctionner son activité, respecter la réglementation. Je reviens toujours sur cette notion de motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à y aller? Quelles sont les valeurs qui vous portent? Si vous avez assisté lundi matin sur la conférence d'ouverture, Gillian, cette dame qui travaille sur des matériaux respectueux de l'environnement pour le monde du ski. D'accord, c'est très pointu comme secteur d'activité, mais le ski, c'est polluant. Et son amour du ski fait que elle a envie que ça reste respectueux de l'environnement. Voilà, donc quelles compétences, quel savoir-faire, quelle motivation. Je vais demander l'avis du financeur. C'est important d'être du métier? Alors, est-ce que c'est important du métier? Ça, c'est une grande question. Effectivement, ce chapitre convainc en tant que porteur de projet. Et là, lorsque vous irez voir votre banque, quelle qu'elle soit, il faudra que le banquier prenne un certain temps pour parler avec vous, pour parler de vous, pour parler de l'histoire que vous voulez mettre en route avec ce projet-là. Puisque effectivement, on voit aujourd'hui que le consommateur change, évolue, et que lorsque vous vendez un produit, il a envie de rentrer dans votre histoire, j'allais dire. Donc effectivement, de bien mettre ça, de bien mettre en avant, de bien mettre un petit peu le but, pourquoi vous faites cette activité-là, indépendamment d'en vivre, parce que bien évidemment, le but, c'est de gagner de l'argent pour en vivre, pour se rémunérer. Mais derrière, peut-être que ça, il y a autre chose. Voilà. Et donc, du coup, l'histoire, c'est de faire en sorte que de faire adhérer plus tard vos clients à l'histoire que vous souhaitez raconter en créant ce commerce. Donc, effectivement, c'est un point important, c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir votre dossier financier, les chiffres, avant de rentrer dans les chiffres, le financeur doit passer peut-être 20, 30, 40 minutes sur cette partie-là pour bien intégrer votre projet, vos motivations, votre professionnalisme. Mais on peut parler de reconversion? En termes de reconversion, oui, on va en parler parce qu'on parlait de professionnalisme, mais aujourd'hui, on va prendre un peu de recul. Je vous propose de prendre un peu de recul par rapport à ça, puisque c'est pas parce que, alors c'est vrai qu'historiquement, on dit, voilà, on prend une activité, on fait une activité quelle qu'elle soit, c'est bien si on a de l'expérience. Oui, effectivement, on va pas vous dire le contraire, c'est un plus dans un dossier. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes se reconvertissent, passent d'un statut peut-être de cadre, on le voit souvent, d'ingénieur sur Grenoble, et puis décident d'être commerçants. Je pense que c'est une part importante des nouvelles immatriculations qu'on a dans les chambres de commerce. Moi, je dirais peut-être une trentaine de pourcents, comme ça, à vue d'œil, ce qui est beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement, effectivement, à un certain âge, peut-être c'est souvent 40 ans d'ailleurs, qu'on remet un peu sa vie en question, quelle qu'elle soit d'ailleurs, personnelle ou professionnelle. Et quand on est ingénieur, on n'a peut-être pas d'expérience dans la vente ou dans le commerce. Et pour autant, ça peut réussir. Donc effectivement, expérience professionnelle, oui, c'est un plus. Maintenant, votre banquier doit prendre du recul en fonction d'activités que vous allez faire. Peut-être une expérience limitée ou une expérience que vous pouvez acquérir. Maintenant, il y a beaucoup alors, je prends l'exemple, moi, que j'ai vécu d'une personne ingénieure sur le bassin de Grenoble qui est devenue boulanger. Voilà. Il a fait un stage de reconversion chez Banette. Vous connaissez certainement l'enseigne Banette, qui a créé une école de reconversion. Voilà, donc il a fait sa formation en 6 mois. Donc voilà, tout est possible. Voilà, on est là pour ouvrir les portes, même si effectivement, encore une fois, l'expérience joue, mais malgré tout, prenons un peu de recul par rapport à ça. En tout cas, votre banquier doit pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Donc même si on n'est pas exactement du métier, c'est faisable, mais il faut quand même se former. Mais effectivement, il faut quand même se former. C'est une bonne remarque. Et l'exemple du boulanger en disant, effectivement, c'est difficile de faire du pain si on n'a fait aucune formation. On est d'accord. Alors la famille et les associés. Pourquoi on parle de la famille dans mon projet perso? Oui, c'est important parce que effectivement, vous montez. Peut-être qu'au départ, voilà, ça va être un petit peu dur et c'est normal. On ne gagne pas sa vie. On a un revenu qui peut permettre de faire vivre le foyer quelque temps sans trop de difficultés. Bon, c'est un plus pour votre dossier, c'est bien évident. Pareil, si vous avez une maison, qu'elle est peut-être payée ou grandement payée, vous êtes installé, il n'y a pas de besoin de réinvestir dans un bien immobilier, c'est un plus dans votre dossier, bien évidemment aussi. Voilà. Donc la famille, l'aspect familial est important et le banquier jettera un coup d'œil pour savoir un petit peu à titre personnel comment vous êtes organisé et c'est tout à fait normal. Alors toujours pour
ces savoir-faire, je vous ai découpé en 3 tiers. Alors, ces 3 tiers sont assez fréquents, hein. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, il y a effectivement la compétence technique. Donc, on s'est beaucoup arrêté sur la partie compétences techniques où il faut quand même connaître ce que l'on vend, être capable d'en parler, de l'entretenir, enfin voilà, de savoir répondre à ses clients. Mais on oublie souvent que le dirigeant, alors déjà, c'est le premier commercial de son entreprise. Donc, dans vos métiers, en tant que commerçant, accueil physique, l'accueil du client, l'écoute, qu'est-ce que je fais pour le fidéliser? Donc là, on est plus sur des outils communication, publicité, savoir aménager son point de vente. Tout ça, ce sont des compétences qui sont nécessaires. Vous avez beau être le meilleur restaurateur, si aujourd'hui votre établissement ne donne pas envie d'entrer, si vous ne faites pas savoir que vous êtes là, c'est pas dit que vous démarriez, en tout cas pas rapidement. Et puis le troisième point, c'est le métier de gestionnaire. Quotidien dans son budget, ben, il faut gérer. Si on ne gère pas son budget, ça risque de mal se passer. Au niveau d'une affaire, c'est la même chose, il faut gérer. Et effectivement, le bilan, parce que le bilan, c'est quelque chose dont vous entendrez parler ou vous connaissez, ce fameux document fait par l'expert comptable. Et trop souvent, des fois, on entend dire le porteur de projet, c'est le souci de mon expert comptable, c'est pas le mien. Oui, effectivement, c'est l'expert comptable qui va faire le bilan, mais par contre, vous devez, et j'allais même dire, c'est une obligation de mettre le nez dedans, voilà, pour parler très simplement, et de savoir lire les grandes lignes, à savoir quoi mon chiffre d'affaires, c'est quoi ma rentabilité, hein, ma marge, c'est quoi, et mon résultat, c'est quoi, voilà. Et à partir de là, est-ce que ce résultat me permet, ben, on le verra plus tard, mais de me payer, de rembourser mon prêt, parce que quand même, malheureusement, c'est comme ça, il faut de la rentabilité pour pouvoir à la fois se payer et rembourser son prêt si prêt il y a. Voilà, donc c'est indispensable d'être gestionnaire. Voilà, gestionnaire, donc sur la partie financière, gestion du temps, gestion des ressources humaines, gestion du stock. Enfin voilà, c'est votre métier en fait de dirigeant, gérer, vendre et puis évidemment technicien. Il faut couvrir les 3 aspects hein, pour être un bon dirigeant sur votre entreprise. On va revenir un peu sur le marché. Qu'est-ce que je vends? C'est important. Connaître son produit, effectivement, sur tout ce qui est caractéristique au sens technique. Mais plus qu'un produit, c'est un concept que l'on va vendre. Je l'ai déjà abordé ce matin pour ceux qui étaient là. Je reviens dessus, j'insiste lourdement, puisque ce que l'on vend au produit, c'est, je reprends tes mots, on reprend une histoire. Oui, on Un commerçant lui vend une histoire avec son offre, avec son produit. Quand on rentre dans une boutique, je vais citer un peu des grosses enseignes parce que c'est facile. On peut acheter, vous savez on achète du café parfois plusieurs centaines d'euros du kilo, sans le savoir. Voilà, quand on rentre chez Nespresso, par exemple, hein, je suis désolée. Alors, il faut forcément sortir parfois des petits exemples. On achète un paquet de café au supermarché, on va hurler parce qu'il fait 5 euros. Et par contre, on se pose pas la question de ces dosettes à plusieurs centaines d'euros le kilo. Parce qu'on rentre dans la boutique, on est accueilli comme un petit prince. Enfin, c'est un peu l'esprit de la boutique élitiste. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer comme esprit dans votre boutique? Et quand vous vendez un produit, qu'est-ce que vous transmettez aux clients? Je confirme, effectivement, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de ça. J'ai tendance à penser, alors je peux me tromper, mais je ne pense pas trop quand même que le comportement du consommateur a totalement changé, notamment sur Grenoble. Alors après, peut-être dans les campagnes plus reculées, peut-être pas, mais encore, je ne pense pas. Il n'y a pas de différenciation entre les deux univers. Aujourd'hui, il faut vendre. Je pense que lorsqu'un client vient chez vous, en tout cas moi ça me concerne un peu, quand je vais chez un commerçant, c'est parce que j'adhère à ce qu'il me propose. Pas forcément le prix et le produit, mais avec le concept qu'il me propose. Alors voilà, si je vais effectivement chez le magasin de producteurs du coin, alors qu'il est à côté d'un Intermarché, d'un Leclerc, si j'y vais, parce que c'est que j'adhère à ce qu'il me propose. Voilà. Je vais rebondir, tu vois, je vais reprendre. Tu disais un commerce un peu reculé, reculé, dans la campagne plutôt. On est bien à la campagne. À la campagne, une boulangerie, ben effectivement, on n'a pas le choix. On veut du pain, on va aller dans cette boulangerie-là. Par contre, si il y a un univers particulier, si cette boulangerie donne envie, non seulement je vais prendre mon pain, mais je vais revenir chercher de la pâtisserie. D'accord, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, sur cette notion de concept. C'est valable pour tout type d'activité. Donc, à qui est-ce que je vais vendre? Est-ce que je cible du particulier, du professionnel? Tout ça, ça va être important.
Selon à qui je m'adresse, du coup, derrière, je prendrai des décisions différentes en termes de communication. Si je travaille plus avec du professionnel, je pense à des boutiques ici à Grenoble, notamment spécialisées dans les équipements de sécurité, qui vont beaucoup travailler avec le professionnel, se pose la question des délais de paiement. Enfin voilà, je collecte de l'information. À quel besoin est-ce que je vais répondre auprès de mon client et surtout quels vont être ses mobiles d'achat? J'utilise souvent un exemple assez simple pour faire comprendre la différence entre cette notion de besoin et de mobile d'achat. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. La palette est large, hein, le vélo, la voiture, la moto, enfin voilà, on aura énormément de choses. On va aller sur le plus simple, la voiture. Le besoin, c'est d'avoir une voiture. Le mobile d'achat, c'est je vais choisir une voiture parce qu'elle est belle, parce qu'elle est économique, parce qu'elle est écologique, parce qu'elle est puissante. Enfin voilà, chacun aura ses critères. Donc vous, c'est important de connaître qui sont vos clients et qu'est-ce qui fait qu'ils achèteront leurs produits chez vous plutôt que chez votre voisin. Et donc la question de la concurrence, c'est un point qui va être essentiel. Hein. Concurrence directe, concurrence indirecte, c'est-à-dire est-ce qu'ils font exactement la même chose que vous? Le magasin de producteurs qui va s'installer à côté de la grande surface, clairement, on est en concurrence directe, on est sur le même type de produit, on vend le même produit pour répondre aux mêmes besoins. Et pour autant, ils sont complémentaires. Et ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont même intérêt, certainement, à être l'un à côté de l'autre, plutôt qu'être vraiment à l'opposé. Parce qu'effectivement, le client d'Intermarché, il va aller chercher, enfin, je dis Intermarché, c'est une autre marque, bien évidemment. Excusez-moi pour ceux qui. Voilà. Mais effectivement, il va aller chercher certains produits, et pour d'autres, il ira sur le magasin d'à côté parce qu'il saura qu'il aura une qualité peut-être éventuellement différente avec un produit local qu'il ne retrouvera peut-être pas dans une grande surface. Vous voyez, comme quoi ça peut être tout à fait complémentaire malgré tout. Voilà, donc pour convaincre, connaître ce que je vends à qui sont mes concurrents ou confrères. Et ça me servira dans un second temps à prendre des décisions stratégiques. Ça va me permettre de choisir mon implantation en fonction de ma cible. Est-ce que centre-ville, périphérie, etc. Donc en fonction de ma cible, pardon, et de ses habitudes de consommation. Tout à fait. L'idée, c'est effectivement de bien savoir où on doit s'implanter en fonction du type d'activité qu'on a. Bien effectivement, un magasin de vente d'objets bien particuliers en centre commercial, en zone commerciale, en zone rurale. Bon, c'est peut-être pas évident. Plus en centre-ville, on peut penser comme ça. Malgré tout, rien n'est vraiment acquis d'avance, hein, mais en tout cas, il faut trouver, voilà, effectivement, au fond d'une rue à sens, voilà, je dirais, noir, entre guillemets. Bon, voilà, c'est un exemple un peu poussé, mais le choix de l'implantation est effectivement un petit peu mordant. Alors, est-ce qu'on peut bien se garer près de chez moi? Est-ce que c'est facile de venir? Alors, c'est vrai que maintenant, la voiture est un peu bannie des centres-villes, mais effectivement, c'est important. Toutefois, on parle d'implantation physique, mais moi, je me permets maintenant de parler de l'implantation digitale, j'allais dire. L'implantation physique est importante, mais on le voit avec ce qu'on vit actuellement, avec cette crise, qu'il faut être présent. Voilà, il faut être présent physiquement, mais il faut être présent aussi digitalement parlant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être malgré tout sur Internet. Ça devient indispensable. Alors, deux, trois données que je me permets de vous donner, que j'ai pu retrouver. Vous savez que 80% des Français utilisent Internet pour trouver le commerce de proximité le plus proche de chez eux. Donc, ça veut dire on passe par l'outil, c'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut être là, il faut être visible. Que 91% des Français se renseignent avant sur ce qu'ils veulent acheter sur Internet avant d'aller acheter chez vous, enfin demain chez vous, et que 70% aussi regardent effectivement les avis qu'on peut avoir sur le commerce avant d'y aller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors encore c'est aujourd'hui, mais pensez aux nouvelles générations, pensons à nos enfants qui arrivent après nous et qui sont beaucoup plus digitalisés que nous et qui, je pense, penseront implacablement par le réseau social pour pouvoir venir vers vous. Donc, il faut être visible. Ça devient indispensable. Et on en parlera peut-être un peu plus loin. Il faut même pouvoir avoir une solution pour vendre à distance, mais on en parlera un petit peu plus loin. Voilà, donc l'implantation digitale est importante. Alors, sur la vente à distance, Kadéja me dit non, on n'en parle pas plus loin.
Donc, on va reparler maintenant parce que Khadija suit bien son sujet. Merci, Khadija. Oui, donc, digital, avoir une présence sur le net, comme on dit, ça veut dire avoir la capacité aussi de pouvoir vendre à distance. Alors, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Le click and collect, ça doit vous parler. C'est devenu indispensable pour certains types de magasins qui aujourd'hui sont fermés. Bien voilà, vendre en proximité, bien sûr, vous aurez une implantation physique, vous vendre en proximité, bien sûr, mais pour autant, cette crise nous a montré, il faudra aussi penser à comment je fais pour être visible sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, hein, Facebook, ce que vous voulez, hein, Internet, ce que vous voulez, et comment je fais, effectivement, pour pouvoir vendre à mon client s'il ne vient pas dans mon magasin. Ça, à mon avis, ça passera aussi par ça. Voilà. Oui, gros point de vigilance actuel, effectivement. Du coup, ça me permet de rebondir en disant dans mes décisions stratégiques, j'ai aussi tout ce qui est stratégie de communication. Comment est-ce que je vais me faire connaître? Il faut que vous soyez capable de répondre à la question d'où va venir votre premier client? Qui sera le premier client qui pousse votre porte? Et la famille, ça compte pas. Et puis aussi, comment faire revenir vos clients? Comment vous allez les fidéliser? En communication, on va parler de stratégie de conquête et on va parler de communication de notoriété. Ça, il va falloir pouvoir l'argumenter, le défendre. Est-ce que, du coup, tu as répondu à la question avant, c'est quelque chose qui est observé dans le dossier économique? C'est attendu comme explication. Ah bien, tout à fait, parce que surtout quand on part de zéro, on va dire, quand on crée un commerce sans reprendre une clientèle, quand vous ne rachetez pas un fonds de commerce, quand vous rachetez un fonds de commerce, indirectement, vous rachetez des clients, on va dire un portefeuille de clients. Donc, quelque part, on peut penser que même s'il y a changement de propriétaire, ils reviendront vers vous pour savoir s'ils trouvent toujours le bon produit qu'ils avaient avant chez l'ancien propriétaire. Mais lorsqu'on part de zéro, il est indispensable de se faire connaître et de communiquer. Donc, effectivement, vous savez, on avait tous dans nos boîtes aux lettres les petits flyers, les petits. Bon, on voit que maintenant les gens n'aiment pas ça, c'est plus tendance, hein, le papier, de gaspiller autant de papier. Oh, c'est pratique pour éplucher les patates. C'est plutôt pratique, voilà, pour ça. Maintenant, est-ce que c'est pratique pour faire de la démarche et pour se faire connaître? Peut-être encore un petit peu, mais voilà, on revient à ce que je vous disais, ben, même si voilà, on peut être jeune ou moins jeune, il faut faire en sorte d'être accompagné sur la communication et notamment les nouveaux moyens de communication. Oui, alors j'ai mis effectivement quelques exemples. Je disais le prospectus. Alors je dis en souriant pour éplucher les pommes de terre. C'est pas vrai. Ceux qui ont un gros budget effectivement de type catalogue, on aura envie de les consulter. Si votre budget c'est du flyer, le flyer c'est pour la décision immédiate, c'est distribué dans la rue. Des outils qui fonctionnent bien, qui sont très récents, ce sont les campagnes SMS. J'ai pas exactement le chiffre en tête, mais on est à plus de 90% de lecture sur les campagnes SMS. Donc en termes d'impact, c'est énorme. Le mailing à utiliser avec des pincettes, trop de mail tu le mail. Je me permets de rebondir sur ce que dit déjà. Effectivement, je pense qu'on a tous reçu, nous, d'ailleurs, on en reçoit pas tous les jours, mais très souvent, toutes les semaines, des SMS de la boutique, pas la boutique, de la grosse enseigne du coin qui a votre numéro de téléphone parce que je ne sais trop comment et qui vous envoie un SMS pour vous dire moins 10%, on est ouvert, moins machin, moins etc., etc., etc. Bon, sachez que cette technologie qui semble uniquement accessible à ces grands groupes, ça c'est faux, c'est fini, c'est terminé. Votre banquier, alors je pense bien évidemment à ma banque, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, propose effectivement des systèmes de fidélisation, même pour les commerçants, entre guillemets, les petits commerçants, hein, c'est pas péjoratif, hein, le commerce de proximité qui vous permet, vous, effectivement, d'enrôler vos clients dans un système de fidélité via la carte bancaire de vos clients et de constituer un fichier et éventuellement, sur certains clients d'envoyer des SMS pour leur souhaiter bon anniversaire, pour leur souhaiter la bonne Saint-Valentin, et en même temps profiter pour leur dire peut-être moins 10% sur, je sais pas, tel ou tel article. Voilà. En fait, il faut être proactif, ne pas attendre que le client pousse votre porte, mais aller le chercher. Et sachez que effectivement, votre banque doit être force de proposition en la matière. Voilà. Après, à vous d'analyser le coût, etc., bien évidemment. Mais en tout cas, vous devez tendre vers ça et votre banquier doit être capable de pouvoir vous guider vers ça. Et oui, d'où l'importance de ce rendez-vous que tu évoquais en début de présentation, ce temps d'échange avec le banquier pour poser à plat tout le projet en tout début de construction. J'avais envie d'ajouter un chiffre qui en général fait réagir. Une entreprise perd en moyenne 10% de ses clients chaque année. Une entreprise qui ne fait rien, en 5 ans, elle a perdu la moitié de ses clients. Voilà. Donc ça, c'est un chiffre un petit peu massu.
on perd 10%. Alors, c'est pas parce que vous êtes mauvais, que vos produits ne sont pas bons, mais entre les personnes qui déménagent, les personnes, malheureusement, il y a aussi les cas de décès, mais on va parler notamment, moi, c'est une boutique de vêtements, une dame qui me disait, elle habille les femmes, la quarantaine, la cinquantaine, et arrive l'âge de la retraite, on ne s'habille plus pareil, on consomme différemment. Donc, elle perd ces clientes-là. Donc, vous, pour vos activités, il est essentiel, c'est 10% de les maintenir, d'essayer de maintenir le cap et de gagner plus de clients. Donc, la communication, c'est tous les jours. Donc, cette communication de notoriété, comment est-ce que vous la défendez auprès de votre financeur? Donc on a vu la partie étude de marché, prendre des décisions stratégiques, mais on va préparer des prévisions financières. Je vous ai dit au début, pas de phobie des chiffres, sinon vous n'allez pas pouvoir construire intégralement votre projet. Donc un prévisionnel, c'est pas une boule de cristal. On va s'appuyer en fait sur son étude de marché et c'est une retranscription en fait de ce que l'on a collecté comme information. Et un prévisionnel, en fait, ça n'a pas de sens si on n'a pas fait un travail préalable de terrain. Alors, c'est pas la réalité non plus. Ce prévisionnel, vous ne ferez pas exactement ce chiffre d'affaires-là. On est d'accord là-dessus. On est tout à fait d'accord. Alors, on va essayer d'être très simple sur le sujet parce qu'effectivement, quand on parle de prévision, des fois financière, on parle de financier, on se dit, oh là là, ça va m'embrouiller tout ça. Non, l'idée, c'est de rendre simple, mais d'expliquer pourquoi c'est important. La prévision, effectivement, comme son nom l'indique, c'est qu'on prévoit, on pose les choses et on se dit, ben voilà, moi je pense qu'éventuellement, voilà, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients par jour, en termes de panier moyen par client, je peux partir sur telle base. Même si ça peut paraître un peu incertain, je devance la remarque de Khadija qui veut dire, mais ça sera quoi, puisqu'un prévisionnel, c'est faux. Avant que tu me poses la question, je me la pose moi-même. Un prévisionnel, c'est le faux. À quoi ça sert? À quoi ça sert pour le banquier? Non, c'est pas faux. Un prévisionnel doit être fait pour vous donner une idée sur quoi vous pouvez tendre en termes de chiffre d'affaires. C'est normal. Vous devez savoir, vous devez avoir en tête cette donnée-là par rapport aussi à vos charges. C'est-à-dire que voilà, quel est le chiffre d'affaires moyen il faut que moi, en tant que nouveau commerçant, je fasse pour que je puisse avoir le résultat suffisant pour pouvoir me payer, pour pouvoir rembourser mon prêt si je fais un prêt. Voilà, donc ne négligez pas ce point-là. Faites-le bien précisément avec votre expert comptable, avec la chambre de commerce. Faites-le ensemble pour essayer d'approcher au maximum la vérité, même si la vérité est bien évidemment extrêmement complexe à atteindre dans un prévisionnel. Mais au moins, ça vous donne un ordre d'idée. Il m'est arrivé de voir des porteurs de projets se dire, ben, je pensais pas, voilà, je pensais pas faire un chiffre d'affaires de ce montant-là. Je pensais faire plus. Donc du coup, je revois un peu mon projet global. Je revois mon investissement. Je revois mes prétentions. Ça ne veut pas dire que vous abandonnerez votre projet, mais voilà, vous réajusterez les curseurs. Voilà d'où l'importance du prévisionnel pour vous et pour le financeur. Donc, le prévisionnel va répondre. Alors, le principal, on est resté sur les deux questions principales. Mon projet est-il rentable? Je pense que cette question, elle est importante pour vous avant d'être importante pour un financeur. Parce qu'en clair, est-ce que vous allez pouvoir vous rémunérer? Et le plan de financement, combien coûte mon projet? C'est les deux questions sur lesquelles on va s'arrêter. Je vous rappelle, vous avez fait une étude de marché, vous avez identifié une cible de clientèle. On a collecté de l'info, combien les gens dépensent en moyenne, combien il y a de personnes en moyenne de moyenne. On arrive à construire. Je taquine avec cette partie-là, mais on arrive à déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel. Effectivement, on pose une projection et c'est surtout de se dire pour réussir à me rémunérer, il faut que je vende au moins X produits. Ça me fait penser, je t'en ai parlé, une boutique de jeux vidéo où en fait les porteurs de projets avaient pris des statistiques et avaient dit on regarde la population en moyenne, il faut que on va pouvoir tous les quatre, c'était quatre associés, ils avaient dit en moyenne en France les gens achètent 5 jeux vidéo par an au tarif de 60 euros et pour nous c'est rentable. Donc ils s'installaient sur un territoire, sur Voiron en l'occurrence, et ils ont mené une étude de terrain et ils se sont rendus compte en fait que sur le territoire de Voiron, on a réduit la moyenne en fait. Les gens achetaient en moyenne 3 jeux par an pour une dépense moyenne de 50 euros et pas 60. Donc au final, leur projet permettait de payer 3 personnes sur les 4. Ça n'était pas rentable. Ils travaillent tous en fait dans l'entreprise. Donc si, j'y crois un petit peu quand même.
D'accord. Voilà, après, il y a le terrain. C'est bien parce que ça amène vraiment à se poser, à réfléchir, puisque l'idée, le rôle du banquier, le devoir, on va dire, du banquier, c'est c'est un devoir de conseil, voilà, et qui mettent avec vous le nez sur ce sujet-là pour vous dire, voilà, de ne pas vous mettre en situation délicate. Effectivement, si la rentabilité est un peu juste, on ne peut pas se permettre à vous, futurs porteurs de projet, de vous mettre dans une situation délicate avec un remboursement de prêt qui sera peut-être compliqué, avec une rémunération espérée que vous n'aurez pas. Donc, qui en pâtira le plus si ça devait mal se passer? Ben, ce n'est pas le banquier, hein, c'est plutôt vous, porteur de projet. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là est important et qu'il faut vraiment s'arrêter. Voilà, faire un prévisionnel sur des bases raisonnables, ça donne une idée, ça doit rassurer. Et à partir de là, ça se réalisera. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc j'ai des charges, effectivement. J'ai identifié des frais, le prix d'achat de ce que je vends. J'ai trouvé des fournisseurs. Je sais combien me coûte mon local, les frais divers que j'ai sur l'activité. Et puis sur le bénéfice, bah, effectivement, ce que tu disais, on rembourse le financeur. Par anticipation, tous les mois, on rembourse le financeur. Si vous avez une chose à retenir, c'est ça. C'est-à-dire que je prends mon chiffre d'affaires, j'enlève toutes mes charges. Il me reste voilà, une somme qui est un bénéfice. Et ce bénéfice, il doit vous servir à trois choses, immanquablement. C'est obligatoire, je dirais. Il doit vous servir, bon, d'une chose, il doit vous servir à vous rémunérer vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous ne serez plus salarié. Hein. Souvent, on a des entrepreneurs individuels, souvent, ou même des sociétés et des gens non salariés. Ben voilà, ce bénéfice, il sert à vous rémunérer vous. Donc, si vous voulez X euros par mois, voilà, est-ce que ça le fait ou est-ce que ça ne le fait pas? Ce bénéfice sert aussi à rembourser l'emprunt. Donc, sinon, vous aurez un emprunt peut-être pour faire votre projet. Bon, voilà, est-ce que mon échéance, c'est X euros par mois? Est-ce que mon bénéfice permet d'y faire face? Et enfin, ce qui serait bien, c'est qu'une fois que vous vous êtes rémunéré, que vous avez remboursé l'emprunt, si ce bénéfice vous permet qu'il reste quelque chose sur le bénéfice, je parle simplement pour que voilà, ça soit les choses les plus simples, des fois sont les plus faciles à comprendre, c'est que effectivement, cette somme qui restera permettra de renforcer la trésorerie de votre entreprise et ça lui permettra justement, si elle a une trésorerie un peu solide, de moins faire appel aux banquiers, éventuellement, de moins demander de découvert, si découvert il doit y avoir, de pouvoir faire face à des aléas. Ouais, on en connaît un aléa aujourd'hui, un aléa grave. Hein, voilà. Les sociétés, les commerces qui avaient une trésorerie un peu forte, forcément, traversent mieux cet épisode que celles qui étaient dans une situation un peu compliquée à ce niveau-là. Voilà, d'où l'importance. S'il y a une chose à retenir sur ce slide-là, c'est ça. Oui, un petit peu comme en tant que particulier, on a une petite épargne au cas où, si le frigo tombe en panne. Non, mais c'est encore une fois, raisonnement simple, mais tellement vrai. Effectivement, on doit se prémunir et d'avoir comment rebondir au cas où. Voilà. Voilà, donc combien me coûte mon projet? C'est ce qu'on va appeler le plan de financement. Voilà. Je vous ai dit, on a rêvé son projet. On s'est dit, parce qu'il me faut un stock, un local. J'ai vu un magnifique local avec un droit d'entrée, avec voilà, un certain nombre de frais engagés. En face, qu'est-ce que j'ai comme apport personnel? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme soutien financier? Est-ce que j'ai droit à une aide financière, un prêt d'honneur? Enfin, voilà, donc je vais mobiliser ces éléments. Donc, je vois une question. Doit-on louer le local avant de présenter le compte de résultat? Surtout pas. On va plutôt présenter un projet au financeur. Le financeur, et puis je te laisserai peut-être la main tout à l'heure là-dessus, vous donne un accord de principe sous réserve de création, etc. Mais ne prenez surtout pas le local avant. Ce qui va se passer, c'est que vous allez payer des loyers en attendant une réponse et vous n'êtes même pas sûr qu'elle sera positive. Donc, repousser au maximum la signature d'un bail. Oui. Juste à avoir l'idée du montant du loyer prévisionnel. Il est bon de savoir il est bon de savoir combien peut coûter un loyer quand même, tout de même. Après, effectivement, comment savoir ce que coûte un loyer, comment savoir combien vaut un local. Alors, j'allais dire, entourez-vous, effectivement, rapprochez-vous peut-être de l'agence immobilière, de votre quartier, de votre ville, pour les questionner en disant, voilà, je recherche un local plutôt pour faire tel type d'activité, un local professionnel, est-ce qu'il y en a déjà sur le secteur que vous voulez être implanté, et puis quel est en moyenne le coût d'un loyer. Parce qu'effectivement, dans un prévisionnel, dans vos charges, il faudra bien mettre le coût du loyer, et donc du coup, effectivement, il est bon de savoir en amont, de vous renseigner sur le sujet. Voilà, mais orientez-vous vers l'agence immobilière spécialisée de votre quartier. Oui, on y reviendra éventuellement en fin de présentation.
moi, je vais simplement rappeler sur le plan de financement. On a donc tout ce qui est frais de constitution de l'entreprise, tout ce qui est investissement et les besoins en liquidité, de la trésorerie, du stock, le besoin en fonds de roulement. En fait, c'est vraiment le besoin de liquidité pour financer l'activité, financer son stock, des décalages de paiement, voilà. Et le besoin de financement de TVA. Donc, en gros, on a 3 gros blocs qu'on vous a présentés là, que l'on va financer à titre personnel. On va injecter des fonds, de l'aide financière, du financement externe. Je vais plutôt laisser parler le financeur. Moi, j'aimerais juste venir sur la partie ressources. Mhm. Parce qu'effectivement, on a vu avec déjà, effectivement, combien il vous faut pour pouvoir vous installer. Qu'est-ce qu'il vous faut acheter? Voilà, c'est la partie gauche du tableau. Quels sont vos besoins pour pouvoir vous installer? Donc là, effectivement, c'est important, et je reviens sur la notion d'accompagnement dont on vous parlait tout à l'heure. Il est important d'être accompagné parce que il n'est pas évident de vraiment tout avoir en tête. Voilà, donc il est bon d'être accompagné pour que la structure qui vous accompagne vous mette le doigt peut-être sur le besoin en fonds de roulement, sur la trésorerie de démarrage. Ça, souvent, on l'occulte ou on l'oublie. Et ça peut être une grave erreur. Pour la partie ressources, les apports personnels sont importants, effectivement. Effectivement, l'idée, c'est de dire en face, ben voilà, qu'est-ce que moi je peux mettre dans mon affaire? Je me montre, qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce qu'il y a un minimum à porter? Alors, je vais peut-être couper court à une croyance, même si elle est un petit peu vraie, où on dit, bah voilà, aujourd'hui, si on veut un prêt, si on n'amène pas 20, 30 ou 40%, c'est foutu. Non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Effectivement, avoir un peu d'apport, c'est quand même mieux, puisque ça veut dire que ben, vous vous engagez. Hein, c'est important de s'engager à titre personnel. Donc, vous prenez un risque hein, en mettant votre argent personnel. Maintenant, est-ce qu'il doit être de 20, 30, 10 ou etc. Ça, je dirais, il n'y a pas de règle purement établie. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que, un, effectivement, avoir de l'apport, quel qu'il soit, c'est bon, c'est important, et de le dire au banquier. Deux, s'il peut paraître un petit peu insuffisant, sachez qu'il existe des structures. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, moi, je vous parlais de Grenoble Active, Initiative Active. Voilà, c'est Gaïa, exactement. N'hésitez pas aussi, alors, si Kadéja vous accompagne, elle pourra vous en parler. N'hésitez pas à aller les contacter, aller vers eux, puisque ces structures-là du réseau Initiative mettent en place ce qu'on appelle des prêts d'honneur à taux zéro qui vous permettent ben, d'avoir un apport complémentaire dans votre projet. Et leur rôle est très important. Donc, n'hésitez pas d'aller vers eux. Oui, les fameuses plateformes d'initiative locale. Plateforme Gaïa sur la métro. Voilà, tout à fait. Et il y en a d'autres sur l'Isère hein, qu'on pourrait. Sur le Voironnais, sur le Grésivaudan. Sur le Voironnais, il y en a partout, on va dire, entre guillemets, sur l'Isère. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous pensez qu'en termes d'apport, vous êtes un peu juste, allez voir le banquier en disant que vous avez déjà fait la démarche auprès de ces plateformes. C'est un plus aussi important. Très sincèrement, ça veut dire que vous avez bien pensé votre projet, vous avez bien pensé votre plan de financement. Pour ce qui est des crédits, ben effectivement, il vous faudra certainement un prêt complémentaire et un prêt, on va dire, pour pouvoir faire face à vos besoins. Ben là, il en existe une multitude. Alors, j'ai mis Crédit Vendeur, Crédit Bike, le prêt bancaire. Une chose quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est la TVA, le crédit de TVA. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment prendre en considération, surtout prendre en considération que la banque vous prête hors taxe et non pas TTC. Donc, ce qui veut dire que la TVA, il faut bien aussi l'avancer et la banque doit avoir une technique pour vous avancer cette TVA. Voilà. Bon, quelques mots, le plan de financement, sachant qu'on va faire la transition. Je ne sais pas si déjà tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là, du plan de financement. Je me permets juste un mot sur les subventions. Oui. Donc, la Chambre de commerce, en fait, on est agréé par l'AGFIP. Donc, c'est un accompagnement spécifique pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc, en passant par votre conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, puisque ça s'adresse aux personnes, un demandeur d'emploi et reconnus travailleurs handicapés, nous, on va pouvoir accompagner votre projet et vous pouvez bénéficier d'une aide financière à hauteur de 5 000 euros, mais uniquement sur de l'investissement. Il y a des critères à l'entrée. Hein. J'annonce qu'il y a 5 000 euros d'aide. Ça n'est pas donné comme ça. D'accord ? Il y a un vrai travail à faire, mais à savoir qu'il y a cette situation particulière qu'on peut évoquer. Ça vient renforcer l'apport aussi sur un projet. Et ça montre encore l'importance d'être accompagné parce que si on n'est pas accompagné, on ne le sait pas. Et malheureusement, on l'oublie et on ne le demande pas. Donc, c'est dommage. Voilà. Du coup,
Ben, je me permets de faire la transition parce qu'on parlait Ben, je te laisse. voilà, on parlait de transition on parlait du prêt bancaire et il se trouve que là, vous êtes bien tombé parce qu'au sein des chambres de commerce, il existe un dispositif tout à fait exceptionnel et unique d'ailleurs, on peut le dire, puisque effectivement votre chambre de commerce peut vous accompagner sur le plan de financement, on l'a vu, mais aussi sur l'instruction de votre demande de prêt. La Banque Populaire et les CCI Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la SOCAMA ont mis en place ce qu'on appelle le prêt commerçant Auvergne-Rhône-Alpes que vous retrouvez donc au sein de vos CCI. Donc, je vous propose d'aller dans le détail. Donc, c'est un dispositif qui est très récent. Voilà pourquoi vous n'avez certainement pas entendu parler précédemment. Donc, il a été mis en place sous l'impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un prêt commerçant Auvergne-Rhône-Alpes. On l'appelle prêt CARA dans les CCI. Donc, vous pouvez aller voir votre CCI en disant, tiens, j'ai envie de parler, j'ai envie qu'on me parle du prêt CARA. Bon, sachez-le. C'est une solution de sortie de crise pour financer, comme on l'a vu tout à l'heure et je vous l'avais dit, la création, la reprise et le développement. Et c'est un outil financier qu'on trouve donc au sein des CCI. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Les bénéficiaires, donc le commerce de proximité uniquement, inscrit au registre du commerce, bon, ben, ça n'a pas de souci. Ayant leur siège social, les activités en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de problème, et répondant à la définition européenne des PME. Donc, effectivement, c'est assez large. Une PME, c'est une affaire qui va jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, donc on est large. Oui, donc inscrit au registre du commerce ou en projet d'inscription. Ou en projet, oui, tout à fait, parce que le jour où le prêt sera mis en place, bien sûr, la société sera inscrite. Mais la demande, on peut la faire, avant. Bien évidemment. Les caractéristiques, donc c'est pour la création, la transmission, la reprise et le développement. Le montant est entre 3 000 et 20 000 euros. Ce prêt CARA, donc je vais utiliser ce terme puisque vous le connaissez maintenant, il représente 20% du besoin de financement bancaire du porteur de projet. Et le prêt complémentaire est obligatoire, c'est les 80% restants. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez besoin de 50 000 euros pour pouvoir vous installer. Eh bien, 20% de 50 000, ça fait 10 000. Voilà, donc votre prêt CARA sera de 10 000 euros et votre prêt complémentaire sera de 40 000. Alors, ce prêt CARA donc, est distribué par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes uniquement, puisque ce partenariat est entre le CCI et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et le prêt complémentaire, donc les fameux 40 000 dont je vous parlais, mais vous avez deux choix. Soit vous pouvez le demander auprès de votre banque actuelle, qui n'est pas forcément la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ou alors, encore mieux, vous pouvez nous le demander à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et bon, bien évidemment, je me permets d'en parler puisque c'est mon entreprise. Donc, sachez que pour information, si ce prêt complémentaire est fait au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de ce prêt complémentaire sera de 0,65%. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, mais sachez que c'est un taux extrêmement compétitif dans le cadre de la création-transmission. Voilà. Oui, quand on est à moins de 1%. Voilà. Il est sur ce prêt, donc, s'enveloppe est sur 60 mois avec une possibilité de report, enfin de franchise en capital de 12 mois. C'est-à-dire que vous dites, ben voilà, moi j'emprunte maintenant, mais je commence à rembourser dans 12 mois. C'est une possibilité. Les atouts de ce prêt, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un prêt à taux 0%. Il n'y a pas de frais de dossier sur ce prêt. Il n'y a pas de garantie personnelle du chef d'entreprise qui est demandée. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai parlé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes contre-garantit cette enveloppe à hauteur de 50% avec la SOCAMA Auvergne-Rhône-Alpes. La SOCAMA Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne se parle certainement pas, c'est la société de caution mutuelle du groupe Banque Populaire. Voilà pour ce qui est du prêt commerçant. Alors maintenant, comment ça se passe si vous venez le solliciter auprès de votre CCI? Ben là, je vais laisser la parole à Khadija, qui en a bien l'expérience. Comment ça fonctionne? Alors, on reçoit effectivement des demandes de financement, soit de personnes qui viennent directement, soit orientées par leur banque. Enfin voilà, on reçoit ces demandes. La première chose qui va être faite, c'est de vérifier l'éligibilité, si c'est bien un commerce de proximité. Enfin voilà, il y a une liste donnée. On va vérifier. À partir du moment où on est OK, effectivement, on transmet le dossier. Donc la personne va avoir à compléter un dossier, on récupère les documents. Alors, soit le dossier est déjà prêt, soit effectivement, il faut le préparer. Nous, on encourage les personnes, quand elles sont en début de démarche, on leur dit qu'on peut accompagner effectivement la construction, l'étude du projet et la construction de leur dossier. Mais vous pouvez complètement, si votre dossier est prêt, nous le faire passer. D'accord? Il n'y a pas de filtre là-dessus. Mais il sera instruit quand même et on vérifiera tout ce qu'on a vu avant. Est-ce que vous nous fournissez des réponses à toutes ces questions?
À partir du moment où on valide effectivement que votre dossier, donc on a ce rôle d'expertise sur la demande, à partir du moment où on valide, on va le transmettre en fait au service engagement local de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui va du coup également étudier le dossier. Et donc, j'ai envie de dire, c'est pas automatique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait maintenant de façon assez fluide et rapide. Tout à fait. Alors, je rapporte une précision, le service d'engagement local, comme son nom l'indique, il est local, il n'est pas à Lyon ou à Paris ou autre, il est effectivement à Montbonneau. Voilà. Donc, effectivement, les décisions sont prises en proximité. Et du moment que le dossier dans son intégralité est transmis, par exemple par Cadeva à notre service engagement, le service engagement de la Banque Populaire s'engage à répondre sous un délai de 72 heures. Donc, vous voyez, c'est extrêmement court. Quand je dis répondre, c'est-à-dire répondre sur l'intégralité de votre dossier, pas simplement sur l'enveloppe à 0%. Imaginons que vous souhaitiez, vous, que nous, banques, on se prononce sur l'intégralité de votre dossier, à savoir le prêt à taux zéro plus le prêt complémentaire. Bien, effectivement, grâce à l'accompagnement de la Chambre de commerce, qui va vous aider à instruire votre dossier et de bien l'instruire avec les éléments qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, vous pourrez avoir cette capacité d'avoir une réponse rapide en 72 heures sans être obligé, par exemple, de faire le tour des banques pour réexpliquer à chaque fois votre dossier. Alors, on nous pose la question, est-ce qu'une SRL peut en bénéficier ou seulement les entreprises individuelles? Oui, effectivement, une SRL peut en bénéficier, une entreprise individuelle peut en bénéficier. Il n'y a pas de restriction sur la forme juridique. Voilà. Oui, parce que quand on dit commerce, commerce, c'est un secteur d'activité. C'est vrai que si on pense aux commerçants, l'entrepreneur individuel, non, c'est que vous soyez vraiment dans le secteur commerce. Voilà, donc on arrive un petit peu au terme de cette présentation. Ne pas oublier, j'ai envie de dire en synthèse, comment est-ce qu'on va convaincre le banquier? Puis je me tourne vers toi, professionnalisme. Alors, je mets ça en parallèle avec le prêt qu'on vous a présenté, avec le dispositif prêt commerçant qu'on vous a présenté. En fait, vous avez la chance au sein de votre CCI, je me permets de parler de mettre en avant la CCI, c'est normal, d'avoir une solution intégrée qui vous est proposée dans l'accompagnement plus le prêt. Donc, comment convaincre son banquier? Vous allez être aidé par la Chambre de commerce dans l'instruction. Donc, ça va aider fortement à convaincre le banquier. Donc, voilà, la mise en place en avant du professionnalisme, du projet, du pourquoi, quelle histoire, encore une fois, je reprends ce terme, vous voulez raconter à vos clients l'activité, pourquoi cette activité-là, qu'est-ce qui fait que vous allez, l'objectivité, le compte de résultat prévisionnel. Voilà, c'est une manière de résumer, de mettre sous les yeux, effectivement, les différents points qu'on a vus ensemble et qui sont des passages, à mon sens, obligés. Le plan de financement, la trésorerie, les garanties, on en a parlé tout à l'heure. Cas d'une reprise, effectivement, on n'a pas parlé de la reprise d'un fonds de commerce. Un petit peu rapidement, les éléments qu'on vous demandera en plus, c'est l'analyse de la situation financière du vendeur. C'est normal. Quand vous rachetez un fonds de commerce, il est bon d'avoir les bilans pour savoir déjà qu'est-ce que ça donnait. Est-ce que c'était déjà rentable? Est-ce que si c'était pas rentable, est-ce qu'il y a une explication importante? Ou est-ce que, tout simplement, c'est compliqué, peut-être qu'il ne faut pas acheter ce fonds de commerce. Concernant, on nous pose une question, un salon de thé est-il un commerce de proximité? Alors oui, ça sera éligible. C'est un commerce, c'est considéré comme un commerce de proximité, donc tout à fait éligible au dispositif dont on vous a parlé. Le temps presse, donc on accélère un petit peu. C'est juste. Pour conclure. J'ai envie de dire, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, oui. Avant de repasser la main à Jonathan qui va passer le questionnaire d'évaluation. Simplement, voilà, c'est simplement pour conclure, c'est vraiment vous, en tant que porteur de projet, qui ferez le gros, on va dire, du travail en termes de conviction. Un projet bien accompagné, c'est un projet qui est bien structuré. Voilà, c'est l'idée de se faire accompagner, c'est ça, c'est d'arriver à construire les choses dans l'ordre. Voilà, oui, je reviens. Je vais reparler de la CCI, c'est normal, on est au sein d'une CCI. Être accompagné par sa chambre de commerce, c'est hyper important. Pour se faire financer, c'est très, très important. Je ne dis pas ça parce que Cadéja est en face de moi, parce que c'est la réalité. Quand un dossier est bien présenté, bien accompagné, il a de très, très fortes chances d'être suivi par son banquier. Un bon projet trouvera une banque. C'est ce que j'étais en train de vous dire pour trouver une banque pour l'accompagner. Et pour terminer, je vais me permettre cette dernière phrase que je vais regarder avec vous, c'est qu'effectivement, le commerce de proximité dispose d'une solution de financement unique via le prêt commerçant Auvergne-Rhône-Alpes, vers ce dispositif par les chambres de commerce et d'industrie. Donc, voilà, si vous voulez vous donner plus de chance, n'hésitez pas à venir voir Cadéja sur le sujet.